Al-Madrasa al-Maghribiya, qui est une revue éditée avec le soutien du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation. Il a fondé une revue qui s'intéresse aux questions du livre dans le Maghreb qui s'intitule Prologue. Monsieur Janjar est co-directeur d'une collection aux éditions Le Fennec qui s'intitule Débat philosophique avec Ali Ben Makhlouf, qu'on a accueilli dans le cadre du salon il y a 2 ou 3 jours. Il dirige une collection intitulée Religion et Société dans le cadre des éditions du Prologue. Monsieur Janjar s'intéresse entre autres, au-delà des questions éducatives, à toutes les évolutions de la société marocaine, à la fois au niveau culturel et au niveau sociologique. Il a participé à la réalisation de plusieurs études et ouvrages collectifs. Parmi les études, je peux citer de l'usage équitable des politiques de discrimination positive à propos de l'accès aux femmes au mandat électif, qui a été réalisé en partenariat ou sous l'égide de l'Association démocratique des femmes marocaines en 2003. Il a aussi écrit un ouvrage qui s'intitule Essai sur la formation de la mystique musulmane en 2002 à Palerme, à la faculté de théologie de Palerme. Le Maroc au XXe siècle en partenariat avec M. Sijil Massi aux éditions en 2001 et Mémoire du Maroc toujours avec M. Sijil Massi et Abdelkbir Khatibi en 97 aux éditions mais aussi Penseur maghrébin aux éditions Edif en 1993. Nous avons souhaité associer un certain nombre de personnalités marocaines et étrangères à interagir avec la Déclaration universelle des droits de l'homme pour avoir à la fois leur lecture personnelle et libre et personnelle, en partant de leurs préoccupations et en partant des préoccupations actuelles que nous avons au CNDH et que nous avons au Maroc, car ce texte majeur qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme date de 1948 et depuis les choses ont évolué. Monsieur Janjar a souhaité nous entretenir à haute voix du premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je lui laisse la parole en le remerciant d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Merci au CNDH de me permettre de un peu réfléchir à haute voix avec vous sur le premier article. C'est une carte blanche. Chacun peut évoquer la déclaration selon son propre choix. Moi, j'ai choisi le premier article. Alors, vous savez de quoi il s'agit. L'article, il dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Pourquoi ce premier article? Ce n'est pas parce qu'il est classé premier par rapport aux autres articles, mais à mon sens, comme dans une sorte d'édifice théorique, je pense que cet article, c'est en quelque sorte une clé de voûte de l'ensemble du système. C'est un peu le postulat de base. S'il n'y avait pas cet article qui pose la liberté et l'égalité des hommes, tout l'édifice s'écroule. Et même toute la pensée moderne des droits de l'homme s'écroule. Cet article-là est l'aboutissement d'un processus historique, culturel, long dans l'histoire de l'humanité et qui fait en quelque sorte comme il y avait une certaine théorie de la goutte qui fait déborder le vase. C'est comme un paradigme qui se crée à partir de cet article.
chez une dame, une grande juriste française qui s'appelle Mireille Delmas-Marty. Elle dit qu'il y a deux mouvements dans l'histoire de l'humanité. Il y a un mouvement qu'elle appelle hominisation. L'hominisation, c'est l'évolution de l'espèce humaine, l'Homo sapiens. Ça se compte par milliers d'années. Et la dernière découverte concernant l'Homo sapiens, c'est au Maroc. On a commencé à dater, la dernière date, c'est 315 000 années que nos ancêtres humains, Homo sapiens, qui nous ressemblent en tout, ont commencé cette aventure de l'Homo sapiens. Et donc, c'est une aventure de l'espèce, c'est l'aventure biologique, c'est la formation biologique de l'être humain. Il y a une autre dynamique, c'est la dynamique éthique, c'est qu'elle appelle l'humanisation. Mais l'humanisation, elle est récente, tout à fait récente. Et c'est elle qui nous a amenés à ce paradigme-là de l'égalité entre les hommes. Alors cette aventure, on peut la raconter de 1000 façons. Moi, j'ai choisi de vous poser quelques dates qui me paraissent symboliquement, philosophiquement, des moments importants comme des jalons dans l'histoire de cette humanisation qui va nous conduire à poser ce postulat qui est théorique, qui est idéaliste. Nous sommes tous égaux et libres. Nous nous déclarons libres et égaux en droit. Alors, la première date, on va la trouver à peu près à, disons, 432. Et c'est chez Platon qu'on trouve le premier moment de réflexion. Mais évidemment, ce moment-là existe dans la mythologie grecque. C'est dans Protagoras, ou les sophistes. Et c'est dans un dialogue où Platon commence à définir ce que j'appelle clé de voûte de cet article. Une conception de l'homme qui va nous faire évoluer vers ce nouveau concept de l'être humain qui fait en quelque sorte un nouveau paradigme sur lequel vont se fonder les droits humains. Pour lui, il raconte que lorsque les dieux ont voulu créer autre chose que les divinités, parce qu'ils étaient entre eux, et même ils ont commencé à s'ennuyer un peu, ils ont voulu créer d'autres créatures, les animaux, les êtres vivants, et donc ils ont donné cette mission à un des dieux, ou deux dieux, et ils ont commencé à créer les animaux, et pour chaque animal, ils ont donné quelque chose. Une fourrure, des sabots, des dents, beaucoup de poids, la rapidité. À chacun, ils ont donné quelque chose. Au moment où ils ont créé l'être humain, ils se sont trouvés, il n'y avait plus rien à donner. Et donc, l'être humain naît nu, avec rien du tout. Et c'est là où ils vont trouver quelque chose, c'est de lui apprendre les savoirs, le langage, pour acquérir par lui-même ce qui lui manque. Et donc, grâce aux techniques et au savoir, il va maîtriser le reste. Cette conception-là, il va rester en latence comme ça, dans l'histoire de l'humanité, et on va la retrouver à la Renaissance chez le théoricien de la dignité humaine. C'est Pic de la Mirandelle. Pic de la Mirandelle en 1494. Et ce traité de la dignité humaine, qui est écrit en latin, il va le commencer par « j'ai entendu dire » par Abdallah, quelqu'un qui raconte par Abdallah le Sarrazin. Et certains disent que Abdallah dont il est question, c'est Ibn al-Muqaffa, qui est le créateur de la prose arabe. Et il commence à nous raconter une histoire qui est une élaboration à partir de la mythologie grecque. Et cette histoire, justement, c'est que il y a une créature qui est à mi-chemin entre les anges et les dieux et les animaux, qui peut parfois atteindre les anges par sa créativité, mais qui peut parfois descendre au stade de l'animal quand il est mauvais, et que cet être humain, il a été justement créé sans aucun attribut
alors que les animaux, ils ont beaucoup d'attributs, les anges, ils ont d'autres. Lui, il est créé avec seulement la maîtrise des savoirs et la maîtrise du langage. Et c'est grâce à ça qu'il peut atteindre une certaine liberté, une certaine créativité. Et on commence à voir, il est créé comme à l'image de Dieu, en quelque sorte. Et il a cette capacité d'aller, grâce à cette lumière divine, et là on a une conception théologico-humaniste de la Renaissance. C'est exactement ce qu'on va retrouver dans le Coran. Et en présentant Adam devant les anges, en leur demandant de se prosterner devant Adam, les anges, il n'y a qu'un ange qui a contesté la décision divine, c'est Satan. Et là, les anges, ils ont compris que, à partir du récit coranique, que si Adam est tellement important dans la pyramide de la création, il est au sommet de cette pyramide, c'est parce qu'il a appris les mots, les noms pour nommer les choses du monde et donc le savoir. Et donc nous avons déjà dans les religions monothéistes quelque chose qui s'élabore dans le cadre d'un humanisme d'avant l'humanisme moderne que nous allons retrouver dans l'article 1 de la déclaration. Alors l'autre date, la troisième date, il va se passer, je ne sais pas si vous avez vu un téléfilm qui s'appelle La controverse de Valladolid. La controverse de Valladolid, c'est un peu l'aboutissement de toute cette école disons, espagnole qui a développé un droit naturel nouveau, et on aura un débat sur la question des Indiens. Est-ce que les Indiens méritent le statut d'être humain, la dignité de l'être humain? Et c'est là que Bartholomew de Las Casas va écrire toute une apologie pour défendre les droits des Indiens et de considérer qu'ils sont des êtres humains comme nous et qu'ils ont le droit de garder leur religion ou leur croyance, parce que la dignité humaine ne dépend pas de croyance, ni de couleur, ni de langue, et que donc même s'ils ne nous ressemblent pas, même s'ils ont des rites comme le sacrifice humain, il y a quelque chose dans l'Indien qui relève de la dignité humaine, qui dépasse les différences, pour convaincre l'Église de leur accorder ce statut-là. Et cette controverse, on a un plaidoyer qui est une autre étape vers cette question qui va revenir, les êtres humains sont libres et égaux. L'autre moment, on va le retrouver chez Jean-Jacques Rousseau dans le discours sur l'origine des fondements de l'inégalité entre les hommes. Et c'est en 1753-1755. Et là aussi, Rousseau va faire une comparaison extraordinaire, mais on sort de théologique vers l'humanisme sécularisé moderne. Rousseau va nous dire, si vous revenez par exemple 1000 ans, vous allez voir que les abeilles sont toujours les abeilles. Ils vivent toujours comme ils ont vécu il y a 1000 ans. Vous allez voir tous les animaux, ils sont influencés par l'environnement, mais il n'y a aucune évolution à part l'évolution naturelle. C'est ce que j'ai appelé l'hominisation, l'évolution biologique. Alors que l'être humain, si vous revenez 1000 ans, l'architecture n'est plus la même, les vêtements ne sont plus les mêmes, la cuisine, les savoirs. C'est que l'être humain est un être de civilisation qui construit dans le temps. Et c'est un être aussi, lorsqu'il naît nu, il n'a rien, il est éduqué. C'est pour ça que Rousseau va écrire les 1000 sur l'éducation de l'être humain. Et donc Rousseau va inventer un concept qui est la perfectibilité de l'être humain. C'est-à-dire l'être humain parmi tous les êtres, c'est celui qui va se perfectionner à travers le temps par l'éducation et par l'histoire et la civilisation. Les nations se perfectionnent et l'individu se perfectionne. Et il donne une image extraordinaire. Il dit, si vous donnez par exemple à un chat les graines, ou à un tigre les graines, même les meilleures graines, il ne va pas les manger parce qu'il est programmé pour manger la viande. Et si vous donnez à un animal qui mange les graines, comme le pigeon, de la viande, la meilleure viande, il ne va pas la manger parce que en l'animal,
la nature parle tout le temps. Il est programmé par la nature. Il dit l'être humain est différent. Il peut tout manger, il peut tout boire jusqu'à mourir parfois. Parce que justement, cette perfectibilité est née du fait qu'il est un être libre. Ce qu'il y a de déterminant dans l'humanité de l'homme, c'est sa liberté. Et là, on commence à voir le concept de liberté, de perfectibilité, qui est en train de s'installer dans la conception nouvelle de l'être humain. Évidemment, le dernier moment, ça va être avec Kant et cette lettre sur qu'est-ce que les Lumières. Et là intervient le mot raison. L'être humain accède aux Lumières une fois qu'il essaye de se débarrasser de la tutelle et ose penser par lui-même et penser par sa propre raison. Et vous avez tous les éléments qui composent le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'on retrouve dans le premier article de la Déclaration française, évidemment de la Révolution française. Les êtres humains sont doués de raison, de conscience, donc ils sont perfectibles, ils sont égaux parce que tout ça est partagé, on voit ça dès le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge avec la dignité humaine de Pic de la Mirandelle et aussi les théoriciens du droit naturel, et se compose cette évolution éthique de l'humanité qui a pris 2500 années de construction petit à petit pour sortir d'une idée que les êtres humains ne sont pas égaux selon leurs croyances, leur sexe, etc. Et donc voilà, on arrive vers la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution française et la Révolution américaine à cette conception-là. Sauf que, une fois qu'on a posé l'égalité et la liberté, on est entré dans une tension considérable parce que la liberté et l'égalité sont toujours en tension. Et donc la déclaration française, comme la déclaration de 48, va poser justement la question de la liberté et de l'égalité. Une va nous donner l'état de droit qui nous offre toutes les libertés fondamentales, mais une fois qu'il nous a offert les libertés fondamentales, dans l'utilisation de cette liberté, on commence à créer de l'inégalité. Même si Tocqueville a dit que la démocratie moderne va créer un processus d'égalitarisation des conditions des êtres humains, sauf qu'on voit, au fur et à mesure qu'on avance dans les sociétés démocratiques, que la liberté entre en tension avec l'égalité. Du coup, on a inventé l'état des droits qui nous offre les droits, mais on a dit qu'il faut la compléter par l'état social, qui va essayer de corriger les inégalités que vont provoquer justement les libertés des individus et leur créativité. Et celui qui va le plus théoriser ça philosophiquement, c'est ce qu'on va trouver chez Rawls, le philosophe américain Rawls, avec la théorie de la justice. Et c'est elle qui va fonder tout le système de ce qu'on appelle la social-démocratie ou l'État-providence. Pour Rawls, il faut deux principes à la théorie de justice. Pour qu'une société soit juste, il faut qu'il se base sur deux principes fondamentaux. D'abord, il faut garantir les mêmes ressources fondamentaux qui sont les libertés fondamentales pour tous les êtres humains de façon égale. Mais il sait qu'une fois qu'on a offert ça, que les gens vont utiliser ces ressources de manière différente. Il y aura des gens qui seront handicapés, des gens qui n'auront pas les moyens d'utiliser toutes ces ressources. Il dit, le deuxième principe, c'est le principe de différence. Il faut accepter les inégalités à condition que ces inégalités servent les plus défavorisés. C'est-à-dire les inégalités ne sont légitimes que si elles servent les plus défavorisés, d'où on peut par exemple avoir une société inégalitaire au niveau des gains financiers, économiques, mais à condition d'avoir un système de fiscalité qui corrige ces inégalités-là et surtout l'édifice sur lequel s'est fondée la théorie de l'État social, de l'État-providence et la social-démocratie en général. Sauf que on arrive avec un autre philosophe qui va critiquer, c'est celui qui aura le prix Nobel de l'économie en 1998, Amartya Sen, et celui qui va créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'indicateur du développement humain qu'utilisent les organismes internationaux.
pour lui, il va dire, il y a le niveau déclaratif dans les déclarations des droits de l'homme. Il donne un exemple concret pour qu'on comprenne un peu ce qu'il veut dire. Il dit, j'ai droit à une bicyclette. Ben, j'ai droit à une bicyclette, mais ça reste un droit tant que je n'ai pas la bicyclette. Donc, on est dans les déclaratifs. J'ai une bicyclette, c'est-à-dire je l'ai. Là, on est dans l'égalité des chances. Tout le monde a une bicyclette. Donc, on est dans une société qui offre, imaginez, remplacer bicyclette par école et vous allez voir le raisonnement. Mais j'ai une bicyclette. Il reste à savoir, est-ce que je peux, est-ce que je sais utiliser une bicyclette? Et là, c'est l'apprentissage d'avoir la capacité d'utiliser la bicyclette et d'en tirer le maximum de bénéfices pour changer mon existence. Parce que le droit n'a de sens que si j'ai les capacités de l'utiliser dans le sens de révolutionner ma manière d'être dans le monde. Et on est égaux que si chacun de nous a cette capacité d'utiliser le droit au sens qu'il participe au changement de la société elle-même. D'où la théorie d'une démocratie de capacité ou une démocratie capacitaire. C'est-à-dire c'est auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Parce que nous voyons bien que toutes ces démocraties sont à la fois de produire évidemment beaucoup de droits, mais en même temps ils produisent beaucoup d'inégalités. Parce que toutes les études le montrent aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, certes, les inégalités entre les nations sont en train de se réduire. Toutes les études le montrent, grâce notamment à l'émergence de beaucoup de pays, de nations comme les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, etc. Sauf que, à l'intérieur des nations, jamais les inégalités n'ont été autant importantes. Et du coup, la théorie des capacités, c'est également ce que nous voyons lorsque nous faisons des interviews ou ce que nous faisons des enquêtes. On est toujours choqué par le fait que les gens considèrent que les libertés fondamentales, ça vaut rien tant que je n'ai pas les capacités de les s'approprier, de m'approprier ces libertés pour les transformer en moyens d'exercice et de changement dans mon existence. Et donc, dire que vous avez droit à la liberté d'expression, mais si vous avez une population à 90% d'analphabètes, c'est une liberté qui ne sert à rien. Et là, on a la théorie des capacités qui vient en quelque sorte corriger, mais on n'ajoute rien avec Amartya Sen. Le débat date du 19e siècle. Lorsque Karl Marx va critiquer notamment dans l'idéologie allemande, les limites de ce qu'il appelle la démocratie bourgeoise et les déclarations formelles de droit, il n'a pas dit autre chose de différent qu'Amartya Sen. C'est-à-dire, ces droits-là n'auront d'effectivité que si les gens ont acquis les capacités de les transformer en moyen de participer au changement de la société et de leur existence propre. Voilà ce que m'inspire un peu cet article-là, qui est un article fondateur, le pilier de l'ensemble. Je donne l'image toujours d'El Khayma, où les Marocains appellent le pilier sur lequel est basé El Khayma Al-Hammar. Et si on casse le pilier, cet article-là est fondamental. Il est un postulat, mais en même temps un horizon vers lequel tend toute la philosophie des droits de l'homme. Et merci infiniment. Merci infiniment à la fois de ce plaidoyer passionné et passionnant, et puis de cette approche très particulière qu'amène la philosophie et qu'amène l'histoire des idées et l'histoire culturelle de l'humanité. Donc on va ouvrir le champ de l'interaction avec la salle. Vous avez la parole à la fois par des questions, mais aussi par des interventions. Ils sont les bienvenus.
Merci beaucoup pour cet exposé lumineux. La première remarque, c'est que il y a un autre philosophe qui a pensé la dignité, c'est Kant. Et la question que j'aimerais te poser, c'est par rapport aux animaux, les animaux. Alors, on critique maintenant l'anthropocentrisme des droits de l'homme et surtout à partir de la question de l'algocentrisme. C'est-à-dire qu'on a pensé, quand on a mis en place cet édifice très important des droits de l'homme, nous avons oublié que les animaux souffrent. Ils souffrent d'être utilisés par les humains, justement. C'est ça la critique de l'algocentrisme. Voilà. Je profite du voisinage. Merci, c'est Mohamed, toujours élégant dans l'expression et profond dans l'esprit. Je reviens sur le mot conscience. Je m'inscris tout à fait, sauf que dans cette déclaration, ce premier article, il y a le mot raison et le ET conscience. Et tu connais l'histoire, paraît-il, ce sont des Asiatiques, un Asiatique pour ne pas dire un Chinois, qui a tenu à ce que le mot conscience soit ajouté à la raison. Et on sait aujourd'hui les abus auxquels pourrait conduire la raison, surtout que lorsque c'est une raison instrumentale. On peut aussi détruire. Je crois que cette dimension conscience est très importante à propos de la question de la dignité. Je te remercie d'évoquer Jean-Pierre de la Mirandole, dont tu le sais bien, j'ai traduit un peu une partie du texte. Mais ce texte est très important parce que, comme tu l'as dit, il commence par cette référence à d'autres écrivains, d'autres civilisations. Et il le dit texto, tu l'as dit, j'ai lu dans les écrits des Arabes. Ce n'est pas par chauvinisme, ce n'est pas par arabisme, mais c'est une indication, les Arabes qui ont lu autre chose. Bien sûr, je voudrais interpeller un petit peu ta réflexion sur la question des origines, comment d'autres civilisations, au-delà de la culture gréco, etc., avaient porté leur rapport et leur grain à cet grand édifice qu'on appelle l'histoire, l'archive étendue de la question de la dignité humaine. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Là, pour interagir avec Raja, c'est vrai qu'aujourd'hui, la problématique il est posée, l'anthropocentrisme est critiqué et qu'on est de plus en plus sensible à cette question, et y compris au sud de la Méditerranée. J'ai vu par exemple dans les derniers travaux de Ayad Ben Achour la question de la souffrance de l'animal, mais la notion de souffrance généralisée. C'est-à-dire, il parle lui-même, il dit le fondement même de la notion de droit humain, c'est la notion de souffrance. C'est-à-dire, et puisque la souffrance, elle est commune à l'homme et l'animal, donc il faut... Mais lorsqu'on va parler des arbres et de la nature, on va passer à un autre stade. Mais est-ce que ce n'est pas une sorte de projection de cette humanisation dont j'ai parlé, pas l'homonisation, mais l'humanisation projetée sur l'univers? Est-ce que l'être humain aujourd'hui, dans sorte, il y a un élan mystique chez les gens de l'environnement, etc., de projeter sur le reste de l'univers une conception qui est élaborée dans cet anthropocentrisme et cette idée éthique de l'humanité en gestation. Moi, aujourd'hui, c'est encore des travaux qui sortent et on a des textes qui datent du 19e siècle sur cette question, dans la philosophie américaine, sur cette question de la souffrance de l'animal, mais qui est très, très importante, effectivement. Alors, pour la question de la conscience qui a été citée dans la déclaration, qui n'existe pas dans l'article 1er de la déclaration française, qui a été ajoutée, effectivement, il y avait un débat. Et les gens croient qu'il n'y avait que des sociétés occidentales qui étaient représentées. Ce n'est pas le cas, puisque le monde arabo-musulman était représenté par certains pays, comme l'Arabie Saoudite, le Pakistan, le Liban. Le Liban était même dans la rédaction
évidemment l'Irak, le Yémen était absent, mais il était aussi présent. Et dans les minutes les débats qui ont eu lieu dans la rédaction, on rappelle qu'un des représentants du monde musulman a objecté sur l'article 18. Il a dit c'est en contradiction avec l'islam puisque on ne peut pas changer de religion en islam alors que l'article il permet ça. Et le représentant du Pakistan avait objecté en utilisant la sourate concernant وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Il a dit à son copain de l'autre pays musulman que je ne citerai pas que il est préférable d'avoir quelqu'un qui dit honnêtement ce qu'il pense que d'avoir le munafiqin dans une société. Il dit que même le prophète lui-même. Il y avait un débat même entre musulmans pendant la rédaction de la déclaration. L'idée de conscience, j'ai vu qu'ils n'ont pas traduit par damir, mais wijdan. Ce qui montre un peu qu'à ce moment-là, c'était surtout l'idée de... Alors, cette contribution de civilisation, ce qu'apporte l'UNESCO, c'est ce qu'apporte évidemment cette déclaration. Et d'après ce que j'ai dit que ce récit des fondements, on peut l'écrire de 1000 façons. On peut aller vers la civilisation chinoise. On peut aller vers la civilisation indienne. On peut aller vers Averroès. J'aurais pu prendre par exemple les textes de Mulakhas fi Siyasa, le commentaire de la République de Platon, où de façon lumineuse, Averroès pose la question de l'égalité homme-femme, mais en posant l'égalité homme-femme, il pose la question de l'égalité de l'humanité entière. Et il argumente de façon importante. Et là, dans la citation de Pic de la Mirandelle, on dit que le traducteur, un des juifs traducteurs des textes d'Averroès, c'est un ami de Pic de la Mirandelle. Et donc, certainement que la pensée averroïste a circulé en Europe à ce moment-là et qu'il y a eu des influences, évidemment, qui ont fait que cet auteur de la Renaissance qui a écrit le traité de la dignité humaine a bénéficié aussi bien du patrimoine grec que des patrimoines philosophiques arabes à ce moment-là de l'histoire. Évidemment, à partir d'un certain moment, on peut parler effectivement de sources multiples de cette philosophie des droits de l'homme qui va prendre forme à partir de la Déclaration française. Merci. Bonsoir, c'est Jean-Jean. L'idée de revenir un peu à la question de... Il faut entrer en concurrence avec tout ça. Cette façon... C'est pas évident. Ouais. Cette façon de revenir à l'idée de la capacité, de la capacité humaine à donner les conditions de vie, et non pas les conditions juridiques uniquement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Mais la question de la perfectibilité pose un problème. Il y a un processus d'humanisation, de civilisation, du progrès, mais est-ce qu'il n'y a pas un troisième élément? L'aporie. L'aporie. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, on ne peut hériter de tout. Et Elias Canetti disait une chose terrible. Regardez ce dont l'homme dispose comme savoir et quel imbécile il fait. Ce qui fait qu'il y a toujours une aporie. Une aporie qui se voit dans les sociétés les plus développées aujourd'hui. Quand on prend les individus dans leur vie, il y a une rupture par rapport à l'héritage, par rapport aux capitaux culturels. Donc finalement, l'homme n'est jamais dans l'incarnation de la civilisation. La civilisation, c'est un pouvoir, c'est une machine qui dépasse les hommes, et les hommes sont peut-être absurdes. Je sais pas. Là, tu as raison. Je trouve que dans ce texte, dans cette lettre du fin du XVIIIe siècle de Rousseau, en fait, ce que dit Rousseau, c'est la perfectibilité. C'est le constat de l'accumulation civilisationnelle et éthique, mais il dit, l'être humain, puisqu'il est libre, un peu comme Sartre, c'est-à-dire son être précède son essence, c'est-à-dire Sartre donne l'exemple, je sais comment va être les ciseaux avant de les créer.
Mais l'être humain, je ne sais pas ce qu'il va être avant qu'il soit. Et donc, l'être humain précède son essence. Ça veut dire que l'être humain est capable de... C'est un peu la théorie évoquée par aussi bien les Grecs que par Pic de la Mérondée. Il peut faire une ascension pour atteindre les anges, mais à n'importe quel moment, il peut chuter jusqu'à le stade de la barbarie. C'est-à-dire, cette déclaration, c'est un acquis, mais c'est un acquis fragile. À tout moment, il peut partir et faire que l'humanité s'écroule à nouveau. Et dans l'histoire de l'humanité, on a eu des épisodes comme ça. Et plus récemment encore, on l'a vu. C'est-à-dire cette humanité qui peut à n'importe... Et cette fragilité de l'humanité qui n'est jamais acquise, qui est toujours à reconstruire, c'est un peu ça le pari justement de l'humanité. Ça n'aurait pas de sens si l'accumulation était définitive. L'aventure humaine et le pari de l'humanité, c'est justement que cette quête est à reconstruire, à conquérir, mais tout le temps, d'où la problématique de l'éducation qui revient souvent comme fondement de tout ça. Moi, j'aurais une question peut-être pour... j'ai trouvé très intéressant la tension que vous avez décrite entre à la fois le texte déclaratif, le droit déclaratif et les conditions réelles de son effectivité, entre la liberté et l'égalité, on peut extrapoler entre les droits politiques et les droits socio-économiques. Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'un texte comme la Déclaration universelle des droits de l'homme devient un texte fondateur et lui-même devient un levier de changement de la condition humaine? Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, considérer que le texte peut prévaloir sur les conditions matérielles, même si les conditions matérielles ne sont pas encore réunies pour qu'il puisse se réaliser totalement ou partiellement? Non, ce qu'il y a de fondamental de ce genre de texte, c'est qu'il annonce une utopie et qu'il met l'humanité en marche vers un horizon. Évidemment, les pères de la Constitution américaine, ils avaient des esclaves à la maison. En même temps, ils croyaient à l'égalité des êtres humains. C'est pas grave, cette contradiction, elle est inhérente à ce genre de déclaration. Ça veut dire qu'ils vont être en contradiction avec ce qu'ils ont déclaré et ils vont mettre l'humanité dans cette dynamique-là pour atteindre ses objectifs. Mais aujourd'hui, on se rend compte, nous, après 2 siècles d'expérience, que les droits déclarés, effectivement, ils créent une dynamique, mais ils ont besoin, pour se réaliser, pour être appropriés par les gens, d'avoir des conditions, des capacités des gens pour les réaliser. La preuve, c'est que regardez par exemple les sociétés les plus démocratiques, par exemple à travers l'histoire. Si vous prenez la carte de la généralisation de l'éducation, et vous prenez la carte de la généralisation de la démocratie, et vous prenez la carte de réforme religieuse, vous allez voir ces cartes historiques se croiser. Vous allez voir que les pays scandinaves, les premiers à avoir connu les réformes, la scolarisation massive et aussi l'exercice de la démocratisation. Et vous allez voir que le Portugal est l'un des derniers à avoir scolarisé vers les années 70 et avoir démocratisé sa société. C'est-à-dire, là, on voit historiquement que la capacité est porteuse des déclaratifs. Il le traduit dans la réalité. Les Portugais savaient bien qu'il y avait une déclaration des droits de l'homme. Sauf que pour devenir une société démocratique, il a fallu l'infrastructure qui renforce l'être humain pour s'approprier ses droits. Donc même à travers l'histoire, on peut classer les sociétés humaines en fonction de cette traduction des déclaratifs, ce forme de capacité qui ont doté les êtres humains de moyens de s'approprier les droits. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Bonsoir, merci Jean-Charles pour cette très riche
entretien. Une fois, j'ai croisé une lecture du pacte des droits de l'homme qui était assez critique et qui essayait un peu d'enlever la sacralité du document et ça se base surtout, vous avez évoqué le fait vous avez rapporté le fait du Pakistanais et ça se base sûrement sur la période de l'écriture et sur les profils qui ont écrit la charte et c'est une lecture de Monsef El-Marzouqi, l'ancien président tunisien. Et surtout, il y a beaucoup, par exemple, l'idée principale, c'est que cette charte, comme chaque produit culturel humain, doit se réinventer et s'adapter pour survivre. Donc, par exemple, maintenant, il y a de nouveaux terrains des droits de l'homme, l'écologie, beaucoup de choses qui n'existaient pas en 48. Parce qu'en 48, c'est pas le monde maintenant. 10 ans, ça fait beaucoup, un peu, mais c'est ça. C'était ce point de vue assez critique envers la charte qui m'intrigue un peu plus chez l'écrivain. Je voudrais vous entendre aussi autour de moi. Moi, je n'ai pas voulu traiter de la déclaration dans sa totalité. Ce que je voulais montrer, c'est que dans l'aventure de l'esprit humain, il y a eu tout un cheminement pour qu'une idée qui nous paraît aujourd'hui d'une évidence folle, nous sommes tous égaux. Ben, ce n'était pas aussi évident qu'on le croit. Et il a fallu, dans l'histoire de l'humanisation de l'être humain, des siècles et des siècles pour que cette idée devienne évidente. Et ce n'est pas encore acquis. Hein. Il y a encore des gens parmi nous qui pensent encore que cette égalité est fausse, qu'il y a une hiérarchie des êtres humains. Et j'ai montré à partir de quelques dates, mais on peut multiplier les dates. Et avec ces dates, je crois qu'on peut enseigner la déclaration des droits de l'homme et les droits de l'homme avec rien qu'en utilisant des dates et en utilisant des scènes historiques, des moments, quasiment des pièces de théâtre. On peut jouer la pièce de, par exemple, la controverse de Valladolid. On peut la jouer comme une pièce de théâtre aujourd'hui au Maroc en substituant aux Indiens les femmes. On peut multiplier les formes d'éducation pour justement montrer aux gens comment on a cheminé vers cette idée-là. Mais évidemment, c'est un chantier qui reste ouvert et il restera toujours. Il n'y aura jamais de fin à cette conquête du droit humain parce que c'est une idée de l'humanité qu'on est en train de construire. Il y avait une idée ancienne et j'ai montré comment la nouvelle idée était en construction pendant longtemps et comment elle s'est traduite à partir du XVIIIe siècle et comment aujourd'hui d'autres peuples se l'approprient, la transforment et élargissent l'horizon de cette idée-là. Mais évidemment, personne ne dit que c'est un chantier fermé. Il y aura aujourd'hui des territoires nouveaux et demain, il y aura d'autres territoires nouveaux, des droits de l'homme. Une dernière intervention. استسمحكم أخي أستاذ أستسمحكم أن أتكلم العربية. أريد أن أطرح سؤالا على الأستاذ. ماذا استفاد العالم من حقوق الإنسان ولا سيما على الصعيد الدولي كحق الفيتو مثلا وتدخل الدول في دول أخرى ومساندتها لمن تجد عنده مصالح مع العلم فرنسا بلد ديمقراطي وبلد النور فيل دو لا لوميير باريس اللي كانت كتجي من التعليمات لقتل الجزائريين وقتلنا نحن اقحمونا في الحرب العالميه الاولى والثانيه ولما انتهت الحرب ولا زال مكتوبا الان في لي زانفاليد ensemble on a libéré la France quand les Marocains ont demandé l'indépendance ils ont tiré sur les Marocains ici même رجعوا بعد 48 ديال اعلان حقوق الانسان. هل استفاد العالم من هذه الحقوق ام لا؟ اما هي
أما مسائل مكتوبة هذا والبقاء إلى الأصلح، ولا زلت ألح عن حق الفيتو. هل نحن الآن في الغاب أم نحن في القرن العشرين؟ كيف يعقل أن يقتل السوريون وتأتي روسيا تقول الفيتو وتفكك ليبيا بمساندة فرنسا؟ بالأمس كانوا يقيمون الخيام للقذافي ولم يدينوه إلا لما وصل. كان بوكاسي يأكل لحم الناس ولم تدينوا أي دولة لأن كانت مصالحهم، والآن يقولون يعطونا دروس في الديمقراطية ولا سيما فرنسا. شكرا. On va donner la parole à M. Janjar qui répondra à cette dernière question et qui va conclure aussi. هو بطبيعة الحال يعني أنا قلت بأن الإعلان فرق ما بين أن تعلن حقوقا وأن تجسد تلك الحقوق على الأرض. فرق. عندما قاومنا الاستعمار الفرنسي نحن في المغرب، أي لغة استعملنا لما دخل الاستعمار؟ قاومه عبد الكريم، قاومه الزياني، قاومه كل القبائل الواحدة تلو الأخرى. عندما يصل المستعمر إلى أرضها تقاومه بالسلاح فيقهرها ويسلب سلاحها فتعود إلى منازلها مقتنعة بالاستعمار. متى قاومناه مقاومة حقيقية؟ عندما نهضت نخبة وطنية تصيغ ما يسمى مطالب الاستقلال، وتلك المطالب عندما تقرأها تجدها مستمدة من حقوق الإنسان. إذا ألم نستعمل لغة الاستقلال وحق مصيرنا وتملك حقوقنا وإرادة الإنسان في أن يعيش في كرامة، كل هذه اللغة هل أخذناها من الفقه؟ هل أخذناها من كتب التراث؟ أخذناها من كتب الآخر، من مقولاته، من فلسفته، واستعملناها كأسلحة لمواجهته. لا تواجه الاستعمار فقط بالأسلحة، يواجه بالفكر والقيم والمبادئ التي أرادها أن تكون كونية، فقلنا له إذا أردتها أن تكون كونية فلماذا لا تطبقها علينا نحن أيضا؟ ولذلك هذه القيم ليس لأن في الدنيا ظلم معنى أن حقوق الإنسان ظالمة. فرق ما بين حقوق الإنسان كطوبة نطمح جميعا لتحقيقها وبين الواقع وما ينتجه من مظالم. ولذلك فالفلسطينيون يستخدمون الإحالة إلى حقوق الإنسان، والسوريون والمغاربة في كل أنحاء الدنيا نستعمل هذه اللغة لأنها لغة كونية مشتركة نستعملها للمطالبة بحقوقنا. ولذلك لا أرى أن ما وقع في تاريخنا من ظلم يسيء أو يفند أو يسقط منظومة حقوق الإنسان كما نتصورها اليوم. ألست متفقا معي على هذا؟ لا، الحوار طويل. لا يا سيدي الحوار طويل. الحوار طويل. نشكر جديدا الأستاذ زنجر على هذا العرض القيم باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتستمر حلقات المجلس بحفل تكريم لا أدري السيد السكتاوي. وشكرا للجميع.